Bonjour, alors il est une figure indémodable de la pop culture, Batman a né à son 12e film avec The Batman. Parmi ces 12 films, on a eu droit à 7 acteurs et pas des moindres qui ont pris la cape de l'ombre vengeresse de Gotham City, à savoir Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck et le petit dernier en date, Robert Pattinson. Tant de productions qui recèlent d'anecdotes et de secrets très intéressantes, donc on va s'y pencher aujourd'hui en faisant une petite rétrospective de Batman au cinéma. Et tout ça, ça se passe bien sûr dans ce nouvel épisode de Chronique générique. Batman, vous savez qui c'est, mais néanmoins, une petite présentation s'impose histoire de se rafraîchir la mémoire avant de se plonger dans le grand bain. Créé en 1939 par Bill Finger et Bob Kane, le Chevalier Noir nous est présenté comme une figure mystérieuse se battant pour la justice dans une bataille solitaire contre la part d'ombre de la société. On vit dans une société, Batman. Ces codes-là, faut bien les retenir car c'est ce qui va façonner la légende du Chevalier Noir. Un justicier solitaire, enfin bon, pas toujours, mais là on parle de la base des bases, qui élimine la gangrène qui pourrit sa ville, Gotham City. Une ville qui est malheureusement rongée par les ténèbres et la criminalité. Un univers assez sombre, hein. D'ailleurs Batman, lors de ses premières apparitions, n'hésitait pas à tuer des vilains méchants pas beaux. Ce n'est que quelques temps après que les scénaristes ont mis la règle du no-kill, un code d'honneur selon lequel le personnage ne doit pas tuer pour ne pas être aussi mauvais que les personnes qui a tué ses parents, si on veut vulgariser le tout. Mais voilà, très vite, Batman devient un super-héros très populaire et des méchants tels que le Joker aussi, et l'histoire béton d'un milliardaire ayant vécu le traumatisme de l'assassinat de ses parents et qui décide de devenir un vengeur masqué en allant tabasser des crapules de sa ville, prend mouche. Mais au fil des mois, et avec également la première apparition de Robin dans les années 40, le côté sombre s'estompe un peu pour rejoindre le côté, plus traditionnel des comics de super-héros, quoi. Et plus le temps passe, plus on perd justement le côté sombre, le côté plus originel de ce qu'était Batman à la base. Et ça, pour le futur, c'est pas forcément une très bonne chose. Parce que des années plus tard, et notamment après 1945, les consommateurs de comics commencent à se tourner vers des lectures plus adultes, on va dire, plus sombres, telles que des thrillers, par exemple de la science-fiction, de l'horreur, créant bien sûr plus tard la polémique et donc l'instauration du Comics Code Authority, un code d'honneur qui censurera les comics au milieu des années 50 et dont on a fait une vidéo sur la chaîne avec Eloni, une vidéo que je vous invite à aller voir, elle était bien sympathique, elle est travaillée, il y a toutes les sources. Si jamais vous voulez la voir, elle est ici, je crois que c'est ici là. Je crois que c'est là le truc, les infos là, vous pouvez cliquer, c'est exceptionnel. Donc on est avec un Batman qui n'est plus vraiment bresson, c'est plus noir, on n'est plus pris de panique, et alors que les ventes commencent à faiblir durant les années 60 pour de multiples raisons, un show télévisé qui est devenu quand même iconique aujourd'hui fera son apparition et boostera à nouveau les ventes, mais en contrepartie, impacteront forcément aussi les publications. Mais on n'est pas là pour parler des comics, c'était surtout pour avoir un contexte de la première apparition de Batou en live action. Enfin presque première apparition de Batou en live action, parce qu'il y avait quand même eu dans les années 40, je crois, quelque chose comme ça, des céréales, pas les céréales qu'on mange, attention, mais des films, des petits films qui étaient déjà sortis au cinéma, c'était pas très bien, mais si vous voulez on en parlera dans une autre vidéo, parce que c'est un peu différent, donc on va quand même considérer que la première apparition de Batman en live action, ça va être dans cette série dans les années 60. Cette série ici, qui est également produite par la Fox, empruntera une façon humoristique, mais surtout très kitsch de voir le héros et son univers. Un programme destiné donc à un public assez large qui comportera pas moins de 120 épisodes pour 3 saisons. C'est beaucoup, c'est quand même pas mal quoi. Une série qui rencontrera un fort succès et qui également débouchera sur un film sorti la même année que l'apparition de la série, c'est-à-dire en 1966. Et bon, que dire de ce film, c'est juste une pépite, voilà. Mais on va pas trop rester longtemps sur ce film et sur cette série des années 66 parce que putain c'est tellement magnifique que ça mérite sa propre vidéo, donc on va faire un bond dans le temps. Nous sommes à la fin des années 80, le personnage de Batman a perdu de son kitsch pour être un peu mieux remanié et revient un peu plus à ses origines sombres. Et bon,
comme les affaires de droit d'adaptation et de droit cinématographique c'est un peu compliqué, on va arriver droit au but. Les droits cinématographiques de Batman sont à Warner Bros qui décide de faire une nouvelle adaptation d'un autre super-héros d'ici après les succès des films cultes Superman ayant commencé à voir le jour en 1978 avec un acteur principal, le regretté Christopher Reeves. Le résultat principal, vous le connaissez, c'est le magnifique film Batman sorti en 1989 et réalisé par Tim Burton. Mais ce que vous connaissez peut-être moins, c'est la production de ce film qui est quand même assez intéressante. Je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Tim Burton n'était pas le choix illuminé des studios. Il y avait d'autres réals avant lui qui étaient pensés pour justement diriger cette nouvelle adaptation de ce nouveau héros. Enfin, nouveau, oui et non, c'est plus nouvelle saga qu'il faut dire, mais je suis pas encore professionnel. Par exemple, on avait déjà Joe Dante, le réalisateur des incroyables films Gremlins, qui avait été approché par la Warner. Finalement, pour cause de désaccords artistiques, ça se fera pas, mais les studios avaient également pensé à d'autres, comme donc David Cronenberg, le réalisateur du film La Mouche, ou encore les frères Coen. Mais malheureusement pour la Warner, les refus s'enchaînent. La société de production misera alors sur Tim Burton, qui à l'époque allait justement se mettre au travail pour son prochain film Beetlejuice. Il accepte la proposition du film Batman, et ce, décidant de ne pas prendre le scénario qui avait été initialement écrit par Tom Mankiewicz. Alors attendez, non mais c'est pas possible d'avoir un nom comme ça. Par Tom Mankiewicz, je suis absolument désolé de déformer son nom comme ça, je suis vraiment désolé, qui était donc le scénariste des films Superman avec Christopher Reeves. En gros, il avait lu le truc et pour lui, c'était pas assez consistant, c'était pas assez bien, c'était trop classique, on va dire, entre guillemets. C'est finalement avec les scénaristes Sam Hamm et Warren Scarren qui trouvera son bonheur. Et en attendant que la Warner lui donne totalement son feu vert, le réalisateur s'est mis à bosser sur le film Beetlejuice, où il rencontrera l'acteur Michael Keaton, ce qui nous fait une transition sur le casting du film Batman. C'est fou, non? Parce que si le choix de Michael Keaton, là, aujourd'hui, il nous semble comme une évidence, franchement, le boug, il a sorti une masterclass, c'était pas du tout le cas à l'époque, mais alors vraiment pas. Mais ça va même au-delà de ce que vous pouvez penser. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Keaton n'était même pas le premier choix pour jouer Bruce Wayne. En effet, parce que parmi les acteurs qui ont été pensés pour jouer Bruce Wayne, il y en a eu quelques-uns, comme par exemple Bill Murray, Harrison Ford ou encore Tom Selleck. Mais au final, c'est Keaton qui sera choisi par Burton après une suggestion d'un des producteurs. Burton avait adoré tourner avec Michael Keaton lors de Beetlejuice. Du coup, Keaton est choisi en Bruce Wayne et les fans, comme j'ai pu le dire, sont pas contents. Et oui, personne n'était convaincu de sa capacité à jouer la chauve-souris vengeresse de Gotham. Pour cause, Keaton était surtout connu pour faire des rôles comiques à l'écran. Et en plus de ça, les gens ont l'image du Batman bodybuildé, le super-héros énorme et sec, le bibi. En vrai, je pourrais jouer Batman, je pense. Et c'était pas vraiment le cas de Keaton, qui était quand même... Enfin, il me ressemblait pas, quoi. Il avait pas vraiment la carrure. Et vu que les derniers films de Burton, avant de réaliser Batman en 1989, étaient essentiellement des comédies, et qu'il a notamment été connu avec le film Pee-wee's Adventure, où c'est littéralement l'histoire d'un gros con, les fans n'étaient pas hyper rassurés. Mais alors pas du tout, et tenez-vous bien, c'est pas moins de 50 000 lettres de plainte qui ont été envoyées à la Warner. Plus de 50 000 lettres de plainte qui ont été envoyées à la Warner pour faire pression face au choix de casting de Michael Keaton. Et bon, en même temps, ça peut se comprendre, quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Imaginez, c'est comme si maintenant on allait caster, genre, je sais pas, un ado qui a joué un vampire émo, genre dans Twilight, allez, grosse blague, et qu'on le mettait en Batman. Ah, ça fonctionnerait pas du tout, c'est sûr qu'il se planterait trop. Non, j'ai pas raison. Abonnez-vous, genre. Mais bon, malgré tout ça, on connaît le résultat final. Le film est une masterclass, comme disent les jeunes, et a mis un gros ratio aux critiques, qui n'ont même pas tenté de répondre au flop, comme le font les jeunes, pour se défendre, tant la masterclass est immense. C'est simple, le succès est tout simplement incroyable. Pour un budget d'environ 40 millions de dollars, le film en rapportera, attention, écoutez-moi bien, pas moins de 411 508 343 dollars. C'est beaucoup, c'est même plus que beaucoup, puisqu'il deviendra le 5e film le plus rentable de l'histoire du box-office à cette époque-là. Et donc, bien sûr, le plus gros succès cinématographique de l'année 1989. Et puisque bon, c'est clairement pas assez, le film gagnera aussi un Oscar
l'Oscar de la meilleure direction artistique. Et en même temps, aujourd'hui, ça se comprend parce que le film est un énorme classique. C'est un film qui a eu un impact énorme sur le personnage et sur sa mythologie et qui en a un encore aujourd'hui, ayant totalement redonné ses lettres de noblesse au personnage de Batman. Un univers bien sombre tellement que sur le tournage, Kim Basinger hurlait. Voilà, elle hurlait parfois, croyant être vraiment en danger. Voilà, bon, cette anecdote m'a fait rire, je me devais de vous la partager. Et vous savez ce qu'il se passe quand un film aussi gros devient un succès? Une suite. Exactement, vous suivez très bien. Une suite. Bah oui, forcément, l'appât du gain, Warner, ils connaissent bien et se mettent à protéger les décors du film précédent. Donc déjà, ça leur fera un coût de 250 000 $, espérant pouvoir tourner au plus vite une suite. Mais bon, au final, Burton n'est pas motivé, mais la Warner, si. Et du coup, la Warner, qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, forcément, le flouze a coulé de partout après la sortie du premier film, donc ils pouvaient se le permettre. Mais en réalité, c'est pas ça qui a convaincu Tim Burton de re-signer. Non, ce qui l'a convaincu, c'est la totale liberté artistique sur ce deuxième film que lui a promis la Warner. Et c'est reparti pour un tour, la production débute et on peut d'ailleurs apercevoir sur des concept art du film un personnage qui ne sera pas dans le résultat final, Dick Grayson alias Robin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Warner voulait vraiment avoir un Robin déjà pendant le premier film, mais Burton, lui, ne veut pas. Et comme ils sont bornés, ils décident alors de remettre le couvert sur le deuxième film, en mettant quand même une petite pression pour avoir un Robin. Mais Tim Burton est solide sur ses appuis, il ne veut pas d'un Robin pour son histoire sur le Chevalier Noir. Un des scénaristes du film a d'ailleurs déclaré « Robin est un des personnages les plus inutiles du monde, surtout pour un personnage comme Batman ». Pitié les fans de comics, vous énervez pas, je me suis retenu, retenez-vous, s'il vous plaît. Mais sinon, à part ça, la production de ce deuxième film Batman par Tim Burton se fait normalement et sortira en 1992 Batman le défi. Alors, quels sont les résultats? Bah alors déjà, avant de sortir quoi que ce soit, pour le réalisateur, ce film est meilleur que le premier parce qu'il a pu bénéficier vraiment d'une liberté totale, enfin en tout cas quasi totale sur l'image, le scénario, etc. Mais malgré ça et le fait que quand même le film soit plutôt rentable, ça fera pas autant de chiffres que le premier, avec, attention les chiffres, 266 903 053 $. En vrai, c'est pas mal, mais la Warner, elle, est quand même pas mal déçue, notamment après l'engouement du premier film. Et en plus de ça, le film recevra quand même pas mal de critiques de parents mécontents. Ce film est beaucoup trop sombre. McDonald's, qui avait d'ailleurs un partenariat avec celui-ci, devra se retirer, parce que avoir des Happy Meal pour un film aussi sombre, ça l'a fouté assez mal auprès des parents pas contents. La Warner, du coup, il tire la gueule par rapport au fait que le film ne soit pas accessible à tous et bien trop sombre. Du coup, alors que cette fois-ci Tim Burton était chaud patate pour revenir avec un troisième opus, la Warner lui dira « Non !» Les studios refuseront le droit à Tim Burton de réaliser un troisième opus, voulant que la saga soit un peu plus axée tout public. Et là, mesdames et messieurs, c'est le début de la descente aux enfers. Pour faire simple, ils veulent continuer à se faire un max de quicheta sur Batman, mais sans Burton qui apporterait une image trop sombre au personnage. Le prochain film Batman est alors prévu et Burton n'aura aucune main sur celui-ci. Mais il choisira néanmoins un réalisateur pour le succéder. Ce réalisateur, c'est ni plus ni moins que Joel Schumacher. La Warner, ils sont là en mode bon mais vas-y c'est ok, hein. Ils choisissent alors notre ami Jojo et c'est reparti. On parle alors d'un film qui s'éloigne quand même pas mal de l'esprit du premier, mais surtout du deuxième. Et c'est pas que ça, de nombreuses modifications par rapport au premier film seront même apportées, alors qu'on le rappelle, hein, c'est censé être plus ou moins une suite. En tout cas, c'est bel et bien un film de la saga Batman commencé en 89. Dans ce film-là, la Warner ne voudra plus d'un vilain principal, mais de plusieurs. En tête d'affiche, le choix sera vite fait pour un Harvey Dent, et c'est Tommy Lee Jones qui sera double face. Et on est déjà donc sur un premier recast, parce que souvenez-vous, à la fin de Batman de 1989, Harvey Dent avait déjà été adapté. Le rôle était d'ailleurs campé par l'acteur Billy Dee Williams. On commence déjà à perdre un peu de cohérence dans la saga avec ce recast. Mais ça sera pas, mesdames et messieurs, le seul recast et ça sera pas la chose, hein, vraiment, parce que bon, Harvey Dent, on l'a vu pas beaucoup, je sais même pas si la plupart ont enregistré que c'était lui. Donc, mesdames et messieurs, ce qui foutra le plus le bordel et qui créera le plus de manque de cohérence aux yeux des spectateurs avec la suite, parce que du coup c'est une suite au film Burton, c'est le recast de Batman, la tête d'affiche, car Michael Keaton n'a pas voulu jouer dans cette bouse qu'était Batman Forever. Et oui, malgré les négociations qu'il y a eu pour son retour, Michael Keaton ne remballera pas,
car il est tout simplement en total désaccord avec les idées et la direction que prenait le projet de ce troisième film Batman. Il était mais alors pas du tout convaincu. Du coup, recast de personnage principal, et pour une saga, ça fait pas bien du tout ce genre de choses, mais bon, de toute façon, les studios ne peuvent pas le forcer à jouer contre son consentement, hein. Ils ont même pas réussi à le convaincre avec un bon gros chèque. Et nouvelle preuve que les contrats, ça veut rien dire, Michael Keaton était encore tenu sous contrat, il avait encore un film Batman à faire, et malgré ça, il n'a pas voulu le faire, donc il ne l'a pas fait. L'heure est alors au recast pour le personnage le plus important du film et l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la pop culture. Et beaucoup de noms ont été mentionnés pour reprendre la cape. Il y a eu Johnny Depp, Tom Hanks, Kurt Russell, mais le rôle sera finalement attribué à Val Kilmer, qui acceptera le rôle sans même lire un quelconque scénario ou quoi, tellement que l'acteur était fan du personnage de Batman. Bon, voilà, on va pas lui en vouloir, n'importe quel fan serait tombé dans le piège, c'est pas grave, on te pardonne Val Kilmer, on te comprend, on te soutient. Warner réussira finalement ce qu'ils n'ont pas réussi avec Burton, c'est-à-dire y rajouter un Robin. Et pour revenir au côté méchant, on en vient donc au Riddler, qui lui aussi évolue et qui avait eu son heure de gloire en tant que méchant du Chevalier Noir avec le show de 1966. Le personnage avait d'ailleurs été écrit pour Robin Williams dans un premier temps, mais celui-ci refusera le rôle. On connaît la suite et on va pas non plus trop s'attarder sur le casting, mais c'est finalement Jim Carrey qui campera le rôle de l'homme mystère. Avec tout ça, on a le droit de se dire que le projet sent pas très bon, hein. Genre vraiment tout ce qui a été dit, ça nous fait pas présager que du bon pour l'avenir. Mais croyez-moi, là on est qu'au début, hein. Le tournage il a pas encore commencé, on n'est pas du tout au bout de nos peines parce que le tournage, la production de ce film sera pas très bonne, quoi. c'est pas cool. Et ça commence dès le tournage, mesdames et messieurs, voilà, parce qu'on va pas non plus trop se faire prier, avec des différends entre Joel Schumacher et Val Kilmer. En effet, il y a eu quelques discordes sur le plateau entre ces deux-là, et le réalisateur du film ira même jusqu'à qualifier Kilmer de psychopathe, d'enfant impossible, des années plus tard après cette expérience malheureuse. L'acteur était d'ailleurs si furieux qu'il a boudé le réal et ira même jusqu'à exploser un des masques qu'il portait sur le tournage. Et d'ailleurs c'est l'équipe des costumes qui était pas trop contente parce que un masque de Batman ça coûtait de l'argent. Et comme si ces enfantillages-là ne suffisaient pas, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu aussi des différends entre Tommy Lee Jones et Jim Carrey pendant le tournage du film. Décidément, c'était la fête. Tommy Lee Jones et Jim Carrey ne pourront, mais alors, pas se saquer. Et c'est pas qu'une expression ou moi qui agrandis les choses comme j'aime bien le faire, hein. Non, là, pour le coup, ils s'aiment pas du tout. Et c'est d'ailleurs Tommy Lee Jones qui dira à Jim Carrey, je cite, « Je te déteste, je t'aime vraiment pas et je peux pas tolérer ta bouffonnerie. » Voilà. Ambiance, wouh. Exceptionnel ce petit tournage là, non? Mais bon, au final ça se fera et sortira en 1995 Batman Forever qui aura des critiques assez mitigées, voire même penchant plus vers le côté négatif. Et pourquoi? Je pense que ça peut tout simplement s'expliquer. Ça peut s'expliquer parce que vraiment rien ne va, on s'éloigne beaucoup trop des deux premiers films et le scénario en plus de ça est pas fou. C'est vraiment pas fou du tout, c'est même plutôt plat et on voit que la Warner essaie vraiment de recoller avec le tout public. Ce film fera quand même plus de chiffres au box-office que son prédécesseur avec 336 millions de dollars de revenus. Et bien sûr, la Warner ne s'arrête pas là et commandera Batman et Robin. Et là, on peut pas aller plus bas dans les tréfonds des enfers. La production de ce désastre commencera assez tôt après le succès de Forever, parce que oui, aussi mauvais soit-il, Forever fut quand même un succès commercial. Les studios pressent alors pour que le film se fasse assez rapidement, Schumacher veut alors plus se rapprocher de la vibe du show Batman de 66, donc avoir un ton plus léger et plus humoristique. Et là, on sent déjà que c'est une très mauvaise idée. Pour Val Kilmer, il sera pas rappelé par le réal tout simplement car il était en embrouille avec celui-ci après le tournage des plus festifs que fut Batman Forever. Il sera remplacé par George Clooney, ce qui fait énormément plaisir bien sûr à la Warner parce qu'avoir une star en tête d'affiche, ça fait toujours plus de fric. Et en vrai, sur la production de cette merde, on n'a pas énormément de choses, hein. Vraiment, on n'a pas beaucoup de trucs. On a quelques petites anecdotes, comme le fait que le rôle de Freezer avait été écrit initialement en faux shakespearien et avait été proposé à Patrick Stewart qui a tout simplement refusé. Et on connaît la suite, c'est Schwarzenegger qui a repris le rôle. Mais à part ce genre de petites anecdotes, on n'a pas grand chose sur la production elle-même. Donc venons-en directement au fait, le film c'est une purge.
Voilà, c'est de la merde. Les critiques sont très négatives et les revenus du film seront très décevants pour la Warner. Il rapportera seulement 238 millions de dollars en faisant depuis le début de la saga le pire score jamais réalisé. L'humour, le kitsch, etc. ne passent visiblement pas du tout et Warner décide de mettre fin au calvaire Batman. Le réalisateur présentera même des excuses sur ce film, pareil pour Clooney qui fut vivement critiqué pour sa prestation pas folle. Il faudra donc attendre 8 ans pour que Batman revienne au cinéma avec le premier film de la saga Dark Knight, et ce, malgré la suite qui était prévue pour le film Batman et Robin, parce que oui, il y avait déjà un projet de suite. Le projet de cette suite s'appelait Batman Unchained, il devait sortir pour 1999 et Clooney était censé revêtir à nouveau la cape. Le film devait être la première adaptation d'Harley Quinn au cinéma, et pour cause, le film revenait sur les événements du premier film de Burton, reprenant aussi donc un peu la même ambiance, avec un ton plus sérieux et plus sombre. Harley Quinn dans ce film devait être la fille du Joker et apprendra plus tard que Batman est le meurtrier de celui-ci. Et donc elle s'associera avec l'Épouvantail qui est le méchant principal du film, les deux ayant pour objectif de tourmenter Batman et l'enfermer à l'asile d'Arkham. Le Joker et tous les autres méchants principaux des films devaient revenir en hallucination causée par la toxine de l'Épouvantail pour torturer Batman psychologiquement et le mettre en face de ses propres démons. L'Épouvantail était censé être joué par Nicolas Cage, enfin en tout cas dans un premier temps, puisque d'autres sources citent qu'en fait, après, le personnage de l'Épouvantail aurait pu être joué par le chanteur Coolio. Mais bien sûr que vous connaissez Coolio, c'est le mec qui a fait la musique là pour la bande-annonce du film Sonic. Ce projet était quand même assez ambitieux et s'il avait été fait, ça aurait pu donner un très bon truc, voire même totalement changer la direction du personnage d'Harley Quinn dans le futur selon la popularité de celui-ci. Puisqu'ici on n'est plus sur une infirmière qui tombe dans la folie et tombe amoureuse du Joker, mais une fabricante de jouets qui a perdu son père qui était ni plus ni moins que le clown prince du crime de Gotham. À vous de décider ce que vous préférez entre la Harley Quinn qu'on a eue ces dernières années ou la Harley Quinn qu'on aurait pu avoir avec ce film. Toujours est-il que le projet d'un film Batman psychologique ne verra pas le jour puisque Batman mettra la Bat-Clé sous la Bat-Porte. En attendant, l'idée d'un épouvantail sera utilisée plus tard pour le reboot de Christopher Nolan en 2005. Mais pour revenir sur les films de Schumacher, c'est juste fou. C'est fou parce que rares en vrai sont les personnes qui considèrent réellement que Forever et Batman et Robin font partie du même univers que les films de Burton. Alors que factuellement, c'est malheureusement le cas. Ces films ont été réfléchis comme ça, comme faisant partie d'une saga, d'une tétralogie, c'est-à-dire que les 4 films sont censés être canon dans le même univers. Et d'ailleurs, ce projet Batman Unchained le montre. Il aurait été une sorte de Spider-Man No Way Home, on va dire, pour ce Batman, avec le retour des précédents méchants, une intrigue sur la fille d'un personnage introduit dans le premier film de la saga, etc. Et en même temps, c'est facile de comprendre pourquoi les gens ne les considèrent pas comme ça. C'est juste parce que ça n'a rien à voir, et ce, même si la suite devait revenir un peu dans un délire plus sombre. Forever et Batman et Robin sont trop différents et les recasts n'aident pas non plus. À part quelques petites références, le travail de Burton a été biflé par l'appât du gain des studios qui pensaient à l'argent et au tout public avant de réellement penser au côté créatif de la chose. Et le dernier film, Batman et Robin, est tout simplement la preuve du « je m'en bats les couillisme » des studios et c'est très triste. D'ailleurs, sachez qu'il existe une suite au film de Tim Burton avec Batman 89, un comics qui reprend là où du coup la saga avec Tim Burton s'est arrêtée, donc Batman le défi en 1992, donc effaçant au passage les événements de Forever et Batman et Robin comme si vraiment ça n'avait jamais existé, et offrant une suite à cet univers-là, à cet univers plus sombre, avec Harvey Dent, donc le vrai Harvey Dent joué par l'acteur qui avait joué vraiment le personnage à la fin du film de 1989, et on le voit être le méchant principal en tant que double face, dans un univers avec le Batman de Michael Keaton. En fait, c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que ça n'a jamais été dit, mais que les films Batman et Robin ainsi que le film Batman Forever ont été décanonisés en silence. C'est-à-dire que vraiment, personne ne les calcule comme faisant partie de cette saga. Les films sont souvent considérés comme 2 duologies différentes de celles de Tim Burton. Et au final, est-ce que c'est si triste que ça ? Non. Parce que c'est quand même fou de faire une suite au film duologie Batman alors que les films Batman Forever et Batman et Robin sont déjà censés en être une. Mais vraiment juste, ça me fait trop rire de voir à quel point tout le monde fait comme si ça n'avait jamais existé. C'est juste une décanonisation complètement aveugle et sourde, mais qu'en vrai, on va tous accepter tranquillement parce que bon, c'était quand même vachement mauvais. Pour ce qui est du retour de Batman en 2005 avec Batman Begins, on verra ça dans une deuxième partie. Parce que bon, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les prochains films Batman,
et que déjà la première partie était quand même assez dense. Donc on fera une deuxième partie Batman au cinéma de 2005 à 2022, comprenant donc le dernier film en date, donc le Batman de Matt Reeves, ainsi que le film Joker avec Joaquin Phoenix, sans oublier bien sûr la courte aventure de Batman dans le DCU. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, je sais pas ce que vous voulez, vous pouvez marquer tiens, j'ai bien aimé ce Batman, mais pas celui-là. Ravi. Encore désolé pour l'attente que ça a pris, mais je pense que ça en valait quand même le coup. Parce que, bah voilà, tout simplement, on est sur un glow-up. On est sur un glow-up qualitatif. C'est le mot que je cherchais. Si jamais vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos ou les lives YouTube. Et si vous souhaitez également avoir toutes ces informations-là, mais sur Twitter, c'est possible aussi, @ChromixMarvel. N'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao!